La production de biomasse, qui nous intéresse, c'est une des fonctions des sols, et puis c'est pas si ancien, mais enfin on a commencé à se rendre compte qu'il y a des fonctions multiples et variées. C'en est là qu'un extrait, on retrouve aussi bien des aspects culturels que pour l'ingénierie, le génie civil, que les productions ici de biomasse, les aspects environnementaux, etc. Et puis tout ça est remonté à la surface très récemment, notamment avec le Millennium Assessment, quand on a essayé d'évaluer un petit peu les fonctions environnementales et surtout ce que pouvait nous apporter, notamment en porte-monnaie. On s'est rendu compte que le sol existait, parce qu'auparavant, c'était quand même pas vraiment quelque chose de très focal. Après, on a eu un gros coup de pouce aussi avec l'année internationale des sols. J'ai trouvé que ça faisait pas mal bouger les choses. L'an dernier, il y a une émission de télé qui s'appelle Toutes taxes comprises en Suisse, une émission économique qui m'a dit est-ce qu'on peut parler des sols. Alors j'étais vraiment sur le cul, par les bonnes expressions. C'était le fait de 2015. Voilà. Et les différentes fonctions des sols, il y a un inventaire à la Prévert, elles sont toutes fort intéressantes à discuter, mais elles ne sont pas sans lien avec la notion donc, de biens et services écosystémiques, c'est-à-dire en gros de ce qu'on peut tirer comme bénéfice, du moins de ce qu'on connaît, sachant que, voilà, même Darwin disait, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, il y a beaucoup d'interactions, etc. Prudence. Prudence, mais enfin en gros, c'est bien une tendance moderne de l'économie de la finance, qui vise à monétariser ses biens et services. Qu'on le veuille ou pas, on est plongé là-dedans, l'agriculture est plongée là-dedans. Ceci dans le but de mieux gérer l'environnement via l'économie et les valeurs attribuées. C'est une approche qui est présentée comme nouvelle, presque révolutionnaire, dispose d'un passé ancien, elle a fait preuve de son incapacité à atteindre ses objectifs, il y a une belle synthèse biblio là-dessus. Mais enfin, et je me souviens d'un intitulé qui était sur le... C'est un étudiant qui avait rajouté ça sur le polyécologie à l'époque, quand j'étais à l'agro, l'écologie est la science qui permet à l'homme de gérer le milieu naturel avec plus de prudence et de le détruire avec plus d'assurance. Alors, quant à l'économie, on verra. Voilà. Alors, fonction et qualité des sols, puisqu'on est là-dedans, la qualité des sols, c'est défini. Voilà, c'est défini comme étant son aptitude à assurer ses fonctions, c'est comme ça que c'est défini et utilisé, et il y a une tendance moderne, elle est très récente en sciences du sol, d'évaluer la qualité par ce qu'on appelle les Soil Quality Index, donc il y a des formules, des machins, etc. En pratique, c'est essentiellement conçu pour suivre au cours du temps la valeur, l'évolution temporelle d'un sol, de la qualité du sol, notamment le plus populaire qui s'appelle SMAF, Soil Management Assessment Framework. Vous les verrez ressortir, c'est des outils qui intéressent les gestionnaires. Il y a une synthèse récente bien faite là-dessus. On y retrouve toute la subjectivité de l'appréciation sur la fertilité notamment, sachant qu'en pratique c'est effectivement très appliqué au sol agricole. Et cette fertilité, parfois on parle de trois piliers, chimique, physique, biologique. En ce qui concerne le biologique, j'ai une position, je pense qu'il y a un effet de mode, il faut faire attention. Entendons-nous bien, je trouve ça extrêmement intéressant. On est en train de découvrir la biologie des sols, on a trouvé qu'un tout petit bout, c'est passionnant. Mais par contre, ça sollicite beaucoup notre attrait pour la pensée magique. Donc la biologie va tout faire, tout résoudre, etc. La fertilité biologique, je ne l'ai pas encore vue dans ce sens-là, même si c'est très, très important pour le sol. Voilà, j'y reviendrai un tout petit peu tout à l'heure avec un exemple. La fertilité, aspect historique, ça c'est bon de le rappeler. On a eu la théorie de l'humus début du 19e siècle, et à l'époque, on travaillait avec le bilan humique, il y a des travaux remarquables de fait sur la conservation de la fertilité. Évidemment, l'approche était très matière organique, mais en cours de route, on a découvert la possibilité d'avoir des minéraux de fertilisation de synthèse. Et milieu du 19e siècle, il y a eu un basculement, on est passé sur une nutrition de la plante sur une base minérale synthèse. Alors évidemment avec les effets que l'on connaît, notamment donc, dès que les capacités économiques ont été en place, des consommations d'engrais extraordinaires et des rendements énormément augmentés. Ça c'est l'histoire, je ne m'étale pas là-dessus, mais en même temps, ou presque, c'est assez intéressant de voir que des gens faisaient des conférences en expliquant, toujours au milieu du 19e siècle, qu'il fallait labourer extrêmement profond et que le sol actif c'est celui qui avait été labouré. Que le sol vierge en dessous, il n'y avait pas grand-chose, je passe le détail, mais enfin c'était en gros une contrepartie. Voilà, ce sous-sol, c'est très mauvais. Et les cultivateurs qui ne labourent que superficiellement le sol terrain entendent mal leur intérêt. Alors on est bien au 19e siècle, pas de moteur à explosion,
Il propose des modèles de charrue et il explique effectivement il faut descendre à 80 cm même et qu'il faut mettre donc 16 bœufs en ligne. Et ça c'est assez intéressant parce que moi j'avais toujours vu l'arrivée de la mécanisation comme étant théorisée en fait plutôt deuxième moitié du XXe siècle, ce qu'on trouve difficilement en fait, concrètement oui, mais en termes de théorie pas tellement. Et finalement au XIXe on le retrouve, mais alors cette fois-ci ça sort vraiment d'une vision utilitariste de l'environnement et plus que ça même d'une vision où c'est l'homme qui crée la fertilité de l'environnement. Et ça, je vous mets en garde, on l'a tous en nous cette vision-là, et elle nous rattrape à chaque fois, et quand on la chasse par la fenêtre, elle rentre par la cheminée, et l'ingénierie et la science en sont imprégnées. Voilà. Alors, labour et augmentation de la pression mécanique, c'est surtout venu un peu plus tard. Alors, notamment, le machinisme, après la Seconde Guerre mondiale, s'est bien développé, pour plein de raisons. Voilà, on est arrivé à des choses magnifiques, ça c'est quand même fort. Et c'est pas l'Union soviétique, c'est la Suisse. 2 mètres de profondeur et puis 4 chenilles en ligne. Mais enfin, en gros, on a des machines plus puissantes, des pertes de carbone organique dues à ça, par dilution, par minéralisation. Voilà, et puis un stress physique aussi, donc éclatement de la structure. Donc ça, c'est une histoire sur laquelle je ne reviens pas parce qu'on y passerait tout le temps, mais c'est un fait historique et une évolution de l'agriculture qui signifie que la fertilité est gérée hors sol par rapport aux minéraux et qu'elle est gérée contre le sol par travail du sol. C'est un peu la rencontre d'une idéologie du XIXe siècle, d'un modèle économique et puis d'opportunités technologiques, là, après la Seconde Guerre mondiale, qui ont accouché de cette forme d'agriculture qu'on appelle aujourd'hui conventionnelle, qui n'est pas tellement. Et alors, ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que la matière organique est passée sous les radars. On s'y est plus intéressé. Vous trouverez difficilement des recommandations fondées sur des connaissances sur les teneurs en matière organique. Les modèles et techniques agricoles, pendant ce temps-là, ont appauvri les sols. On estime qu'on a perdu environ 50%, il me semble, de papier. On manque de données quand même là-dessus. Et pour cause, puis ça n'intéressait personne. Mais qu'en gros, on a perdu 50% de la matière organique dans les systèmes intensifiés. Bon. Alors, là où ça devient intéressant et une urgence agricole et environnementale, c'est que toutes les fonctions dans l'écosystème et dans les sols, par rapport à la teneur en carbone organique, sont linéairement dépendantes. Autrement dit, quand vous multipliez par 2, vous augmentez de la même proportion votre fonction. Et la liste n'est pas close, énormément de choses sont publiées sur, par exemple, des propriétés physiques comme porosité, rétention en eau, aération, portance, etc. Mais aussi sur de l'activité biologique, sur des réserves de nutriments, sur des aspects thermiques, sur des aspects d'épuration par le glyphosate, etc. Donc ça, il y a vraiment une proportionnalité. Pourquoi ça nous intéresse beaucoup? Il y a aussi d'autres constituants dans le sol qui jouent un rôle très important, mais ceux-là, vous en avez hérité et vous ne les changerez pas. Vous avez vos minéraux argileux, etc. Ils sont là. Alors effectivement, ce n'est pas indifférent selon le type d'argile sur lequel vous êtes, selon l'abondance de ces minéraux, selon leur taille. Mais ça, vous n'allez pas le changer. La teneur en matière organique, vous allez les faire évoluer fortement. C'est un levier énorme. Donc vous avez un cadre qui vous est donné, c'est l'architecture du bâtiment. Donc en gros, il y a les piliers, il y a les murs, vous pouvez faire énormément de choses. Ça va être la matière organique. Voilà. Et puis tout à coup, là, ça devient tout à fait pertinent. Tout à coup, on s'excite. Donc c'est venu dans les années 80. Mais vraiment, aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de gens qui font les étonner. Il y a un problème climatique. Et là, on y reviendra, le 4 pour 1000 qui débarque. On découvre l'intérêt d'avoir de la matière organique dans les sols sous un autre angle, mais qui fait partie des fonctions multiples des sols. La fertilité physique, en conséquence de ce que je viens de dire, elle a toujours été négligée. Elle est responsable des transferts d'eau et des échanges gazeux, les deux. Alors je dis les deux parce que très souvent on oublie les gaz. Ça nous fait le bonheur de nos activités d'expertise. Les paysagistes font crever tous les arbres qu'ils plantent en ville parce qu'ils oublient que le sol devrait être un peu aéré. Et puis quand un arbre est en excès d'eau et en manque d'air, les feuilles flétrissent, donc ils se disent tiens, ça manque d'eau, ils en mettent. Et après, on a des expertises à faire. Et ça, c'est un réservoir d'eau et d'oxygène. Voilà, c'est de porosité. Mais c'est aussi l'habitat pour le biota. C'est par là qu'on se fait aussi toutes les circulations. La colonisation racinaire, entre autres. Donc ça, très important. Et puis cette structure, elle doit être stable, parce que si à la première chic-node, elle s'effondre, ça ne va pas nous faire nos affaires. Voilà. Alors, pourquoi je reviens sur l'histoire de la fertilité biologique? C'est qu'il ne faut pas confondre trop corrélation et causalité. Vous savez l'histoire, si on fait une enquête sur combien les gens à Paris payent de loyer, et puis qu'on regarde combien de jours par an ils vont faire du ski, on va en conclure qu'en augmentant les loyers, les gens feront plus de ski. Hein, voilà. Donc, je pousse un peu le bouchon juste pour corriger un peu quelques excès. Donc, vous avez par exemple cette très intéressante étude avec Agrinov,
Et c'est tout ça extrêmement intéressant, je soutiens, je pousse pour qu'on travaille là-dessus, mais si on met l'église au milieu du village, dans les échelles de temps sur lesquelles on travaille nous et par rapport aux facteurs qu'on va essayer de maîtriser, on ne va pas essayer de créer une diversité biologique qui va nous faire un sol de qualité. Les problèmes, quand on a une mauvaise fertilité biologique, c'est peut-être qu'on a un mauvais état structural ou des faibles ressources nutritives, manque de matière organique. Évidemment, il y a aussi le cas de la pollution. Autrement dit, attention, on a une structure qui est un habitat, on a une réserve de nourriture, d'énergie qui est la matière organique, et si vous avez ça, évidemment vous ne l'avez pas obtenu non plus s'il n'y a pas pu avoir de développement biologique, mais c'est lié, et on n'est pas sur les mêmes échelles de temps, et il ne faut pas confondre le loyer et le ski. Voilà. Alors, productivité durable, maintenant, est-ce que c'est un problème? Est-ce qu'on a un problème de durabilité? Ben oui, il y a beaucoup de points qui viennent là-dessus, et on perd les terres arables. Déjà, dans la synthèse que faisait Science en 2004, je prends l'érosion, as big a problem as climate change. En fait, un micro-trottoir, là aussi, dans une grande ville, en disant, avez-vous entendu parler du changement climatique? Les gens vont vous dire que oui, à la casquette. L'érosion, vous trouverez un bon candidat pour vous expliquer ce que c'est. Dès 2004, dans Science, il disait, attendez, c'est aussi grave. Voilà. Donc on a des problèmes, c'est sûr, et on est un petit peu dans le paradigme, jusqu'ici tout va bien, j'ai sauté du 10e étage, mais arrivé au 2e, tout va bien. Voilà. Alors, on a aussi, et ça nous intéresse davantage, peut-être, ça c'est les chiffres français, hein, mais des stagnations, voire chute des rendements partout, à partir en gros de 95, c'est aussi vrai à l'échelle mondiale, je ne vous ai pas mis les chiffres suisses, c'est semblable, etc. Et puis, les cordonniers vous disent que c'est à cause des chaussures, hein, etc. Donc les pédologues vont dire que c'est un problème de qualité des sols, les climatologues, climat, c'est un peu les mêmes causes. Enfin, voilà. Regardons ce qui se passe du côté de la qualité des sols. Voilà. Alors, juste pour bien se comprendre, je vous embête avec quelques notions, qu'on n'ait pas de problème de vocabulaire, ce qu'est la structure, ce que sont les ports structuraux, ce qu'est la qualité de la structure, et puis des trucs très importants pour vous, résilience, résistance, vulnérabilité, le rôle de la matière organique. Alors, si on prend de la masse de sol, ça c'est du sol au microscope optique, on est à peu près sur une dizaine de centimètres là, et puis quand on regarde ça, on voit des ports structuraux, c'est-à-dire les ports biologiques, on est un petit peu partout là-dedans, les fentes de retrait, donc le sol gonfle et se rétracte, fait des fentes, et les vides d'assemblage, l'assemblage n'est pas compact, tout ça c'est remanié, et ça n'est pas les assemblages compacts. C'est ce qu'on appelle les ports structuraux. Puis après vous avez encore ce qu'on appelle le plasma, il y a d'autres termes aussi, enfin peu importe. Vous voyez pas, il y a aussi une porosité assez importante, mais là vous ne voyez pas, on tombe vraiment à des échelles très très fines. Et ce sont les colloïdes, c'est-à-dire matière organique, argile, oxyde, qui génèrent ça. Sauf que les ports structuraux, c'est eux, hein, la distribution, l'air et l'eau à tous les étages, vous voyez. Pour un système comme ça, c'est extrêmement bien distribué. C'est-à-dire que vous allez avoir une distribution à très fine échelle, d'air et d'eau. Et donc la fertilité physique, elle est très très liée à la porosité structurelle. Voilà. Alors la qualité de la structure elle varie dans le temps, ça ne vous aura pas échappé, contrairement à la texture, hein, distribution de taille des particules. Et on peut très bien l'évaluer au test Bech. Test Bech, c'est un truc vieux comme le monde, mais qui a beaucoup évolué maintenant. Et une technique, ça vient des Anglais, donc l'acronyme c'est Visual Evaluation of Soil Structure. Et ça note de 1 à 5. Alors, comme ce sont les Anglais, 1 c'est bon, 5 c'est pas bon, je pense qu'on aurait fait l'inverse. Mais la notation est simple, fiable et rapide. Et ça, c'est un truc qui perce très très bien en recherche, notamment parce qu'on montre de très très bonne cohérence avec les mesures physiques, qui elles sont très coûteuses à établir, etc. Et ce diagnostic est basé, c'est logique, sur ce qu'on peut voir des ports structuraux. Alors, les ports structuraux, il y en a beaucoup qu'on ne voit pas là, ils sont beaucoup plus fins. Globalement, c'est articulé autour de diagnostic de la porosité structurale, avec des fiches toutes simples comme ça. Ça, c'est la traduction en français de cette fiche qu'on a repris. Il y a un groupe international qui travaille là-dessus, mais on a retravaillé avec des collègues de l'INRA pour avoir une traduction un petit peu améliorée, donc ça va revenir en anglais maintenant, l'amélioration. Mais en gros, vous avez une fiche, si vous avez ça entre les mains, vous regardez si votre couche de sol, elle est là, là, là ou là, vous avez 5 trucs. En général, quand j'explique ça à un agriculteur, il m'arrête en cours de route, il regarde les photos, il me dit « mais non, mais moi j'ai 3 ». Voilà, ça va très très vite, vous pouvez vous fier à votre œil, c'est très fiable, c'est reproductible, c'est vraiment un très gros avantage. Alors, sachant que ici, c'est bien, voire excellent, là, on est à la limite, il faut se poser des questions, et puis là, il faut corriger. Voilà. Donc c'est d'une simplicité enfantine, et puis ça se fait très rapidement, il faut 10 minutes pour faire un test Bech dès que vous avez appris 3 fois à le faire, et puis on a fait une application pour téléphone portable, donc vous pouvez
être piloté, puis comme ça récupérer les photos, les machins, l'envoyer chez vous. On a travaillé sur la variabilité spatiale, on sait combien il faut en faire pour être tout à fait représentatif sur une parcelle, 5 ça va. Donc c'est des choses qui vont très très vite et on peut faire donc du monitoring de qualité. C'est fait aussi bien par des scientifiques que par pas mal d'agriculteurs maintenant. Voilà. Notion associée, la résilience, c'est la capacité de la structure à se régénérer. Elle a été impactée, comment va-t-elle se régénérer? Alors ça dépend de plusieurs facteurs. Il y en a qui sont abiotiques, il y en a qui sont biotiques, et parmi eux, la matière organique joue un rôle important. La résistance, elle, c'est est-ce que la structure va résister à l'impact, passage de machines, etc. Alors là, ça dépend aussi très très fortement de la teneur en matière organique, évidemment de la texture qui elle ne change pas, donc de nouveau votre levier c'est la matière organique, etc. Conditions météorologiques, bien sûr, un sol plus ou moins humide, etc. Et ce qu'on appelle la vulnérabilité, c'est la combinaison de résilience et résistance. Autrement dit, est-ce que le sol est facilement impacté? Et s'il est impacté, s'il se corrige facilement, au total, on comprend bien que ça définit la vulnérabilité. Et donc, elle dépend fortement de la teneur en matière organique. Ça, c'est la théorie qui est formulée depuis maintenant une vingtaine d'années. Maintenant, on est capable de mesurer ça. Alors, matière organique et qualité de la structure, on est reparti de ces fameuses estimations notes VESS. Alors, n'oubliez pas, ce sont des anglais 1 c'est bon, 5 c'est pas bon. Et la limite, c'est 3. Et là, on est sur des centaines de sols prélevés sur le plateau suisse, prélevés à n'importe quel moment dans la rotation, donc en parcelle agricole, n'importe quel moment dans la rotation, n'importe quel moment dans l'année. Donc on intègre effectivement l'historique qu'on ne connaît pas à l'aveugle et qui intègre lui-même la résistance et la résilience que ces sols ont manifesté. Et vous voyez que statistiquement, il y a un seuil de rapport entre matière organique et argile qui détermine à peu près le moment où on passe de quelque chose qui va bien à quelque chose qui ne va pas. C'est cette valeur 3 ici, qui correspond à un rapport matière organique-argile de 17%. Voilà. Donc statistiquement, la vulnérabilité des sols se manifeste de telle façon que lorsque vous êtes sous ce ratio, le résultat moyen dans les parcelles, c'est que la structure est en état non acceptable. Voilà. Et vice-versa. Alors si on va un peu plus fin là-dedans, voilà les mêmes observations, bon, on a enrichi ça depuis, mais ça ne change pas trop. Argile, matière organique, et puis on a en plus les différentes modalités sur lesquelles je reviendrai, mais vous avez un rapport matière organique-argile de 24%, vous donne un score statistiquement inférieur à 2, c'est vraiment une structure excellente, un couscous quoi. On avait déjà vu le 17% qui fait la limite, et puis le 12%, là quand vous commencez à descendre en enfer, il ne faudrait pas passer là-dessous, et là, vous êtes assez sûr d'avoir une structure dégradée. Évidemment, si vous n'avez jamais rien fait dessus, ce ne sera pas le cas. Et évidemment, si vous faites un tractor pulling sur une parcelle qui a un rapport de 24%, vous allez la tasser. C'est un indicateur de vulnérabilité. Voilà. Alors, qualité de la structure et rapport matière organique sont proportionnels, ça c'est clair. Et il faut plus de matière organique pour atteindre la même qualité structurale lorsque la teneur en argile augmente. Tous ceux qui ont les sols argileux le savent. Alors si on regarde ça, on s'est intéressé aux recommandations pour les teneurs en matière organique. On est en train de refaire le tour un petit peu de ce qui s'est fait en Europe. En Suisse, il y a quelque chose, mais qu'en fait, n'est pas vraiment... C'est une recommandation sur les teneurs en matière organique, mais en fait, qui est motivée par les problèmes de disponibilité de la sol. C'est pas basé sur des connaissances. Et en fait, c'est basé plutôt sur des rétroviseurs. Ça a été fait à la fin des années 90. On a regardé les teneurs en moyenne et on a dit, voilà, ça c'est la cadre. Alors, on retrouve argile et matière organique. Ça c'est normal, ça c'est riche, ça c'est faible, etc. Voilà. Si on regarde par rapport à ça, 2700 parcelles en grande culture à Genève, analysées, voilà où on se trouve. Un petit peu en dessous de ce que m'en demande l'Office fédéral de l'agriculture, mais pas si mauvais. On a 75% des sols, pardon, 75%, qui sont dans la bonne case. Si on regarde les seuils de vulnérabilité, ça, c'est l'enfer, il ne faudrait pas descendre là, et ça, c'est le minimum à atteindre. Voilà, le statut, je ne suis pas cruel, je n'ai pas mis le 24%, ça, c'est le statut actuel en termes de vulnérabilité des sols sur Genève, et évidemment que leurs scores en test bêche sont autour de 4. Voilà. Ça fonctionne très très bien. Alors on pourrait dire, bah oui, mais Genève, alors c'est le tour du Léman, il y a peu d'élevage, peu de prairies, etc. Ils font de la betterave, de la pomme de terre, forcément. On est allé voir aussi d'autres cantons. Oui, donc on a ici 75%. La moyenne de rapport matière organique argile à Genève, c'est 10%. Donc si on veut atteindre le minimum, pas le paradis, mais le minimum, il faut augmenter de 70% les teneurs en matière organique des sols. Voilà. Pour mémoire, si on fait 30 ans de 4 pour 1000, le climat, c'est plus 13%. Donc si on met l'église au milieu du village, parlant de qualité des sols, il va falloir mettre un paquet de matière organique. Bien. Si on regarde un canton, cette fois-ci
de l'altitude, des herbages et de l'élevage, comme le Jura. Ici, il y a quelques milliers d'analyses aussi. La médiane est à 12%. Donc on est juste en train de sortir de l'enfer. Et c'est effectivement le cas, hein. On est en train de lancer un gros projet pour restaurer la qualité structurale des sols au Jura. Ça va pas beaucoup mieux, même si effectivement ça tire un peu plus. Alors, c'est un savoir nouveau et tout à fait ancien. On retrouve plein de choses. J'ai mis juste un exemple. Ça, c'était Jean-Claude Rémy qui avait inclus ça dans les conseils, dans son programme de calcul. Donc lui, basé sur des données anciennes. Et on retrouve, alors il y a 3 dimensions pour essayer de calquer, mais on retrouve des rapports matière organique argile, enfin du moins des portes, hein, qui tiennent compte de ça et qui ne sont pas si loin de ce qu'on a trouvé là. Je passe, il y a plein d'autres choses antérieures. Voilà. Alors, une petite application, je risque un schéma, j'espère qu'il ne va pas être trop obscur pour vous. Une application de cette chose, c'est que vous avez 2 critères. Vous avez la qualité de la structure, à un moment donné, qui varie beaucoup, et que vous pouvez apprécier facilement. Et puis vous avez une espèce de porteuse, qui est la vulnérabilité. Plus vous la diminuez, plus vous arriverez à rester dans du vert. Alors, exemple, on a toujours des problèmes évidemment avec les vergers, surtout si les sols sont un peu argileux. Alors, c'est le cas ici sur notre domaine. Et puis, on a tenté une culture de sorgho, donc entre 2 plantations, sorgho du Soudan. Pourquoi et comment, il y a plein de possibilités, et on a regardé ce qui se passait. Donc, ce petit graphique, je vous montre juste un petit peu de patience, ça, c'est la densité apparente du sol. Donc, plus c'est élevé, plus il est compact. Et tous les points foncés, là, ce sont les densités apparentes des échantillons prélevés avant d'avoir fait notre culture, notre couvert végétal. Évidemment, la teneur en matière organique, là, c'est le carbone, enfin bon, varie pas mal, et en tout à fait bonne entente avec ça, la densité apparente est plus faible quand on a beaucoup de matière organique. Et puis ça, c'est les points gris clairs, c'est la même chose, mais après avoir fait la culture de sorgho. Alors les teneurs en matière organique n'ont pas changé, c'est pas, tenez pas compte des points, on va changer, par contre la relation entre la teneur en matière organique et la densité a changé. Ça c'est un effet, la compaction va faire l'inverse, une atteinte mécanique va faire l'inverse, etc. Voilà. Mais ce qui veut dire que nos arboriculteurs étaient tout contents, ils ont dit c'est bien, on a vachement décompacté, on leur dit non, dès que vous allez rouler dessus, ça c'est l'équilibre au niveau du trafic, ça c'est l'équilibre, quand vous ne roulez pas, vous venez de faire. Dès que vous allez rouler, vous allez repartir là. Et si cette densité apparente vous plaît, mais que vous voulez rouler, il faut aller là en matière organique. Oui, ça c'était la moyenne. Et là, vous serez effectivement à la bonne densité apparente. Parce que le niveau de vulnérabilité ici fait qu'il faut la diminuer et retourner là. Sinon, dès qu'on roule, on va repartir ici. Donc vous voyez que vous avez une dialectique entre des changements d'état structural que vous pouvez opérer très rapidement. En gros, sur une saison, on passe de quelque chose... Là, on était à 4 en test bêche, on était à 2 là. Et on a reproduit ça dans d'autres situations, on y arrive bien. Et vous allez pouvoir comme ça, dans le courant des rotations et en fonction de l'historique, corriger le tir, maintenir une structure dans une zone correcte. Et ce sera d'autant plus facile que petit à petit, vous allez gagner en matière organique et donc diminuer la vulnérabilité. Ça, c'est 2 outils de pilotage que vous avez à disposition normalement. Vous pouvez faire un test bêche qui va prendre 10 minutes. Et puis, teneur en matière organique, j'espère que vous en avez de temps en temps et ça ne change pas trop vite. Alors, donc, à faire souvent, disons, après chaque impact, hein, c'est vraiment un outil de diagnostic pour savoir où on est tombé et où on veut remonter. Et puis la vulnérabilité, c'est le rapport matière organique argile. Regardez vos analyses, où en êtes-vous? On a vu les chiffres ce matin, c'était évidemment très bas, donc vulnérabilité élevée. Ça paraît des chiffres monstrueux, 17% de rapport matière organique argile. En général, quand on prend ces analyses, on se dit, mon Dieu, j'y suis pas. Il y a des gens qui y sont, j'y reviendrai, on a vu les résultats de terrain qu'on a. Il y a des gens qui y sont, et ça permet en tout cas de montrer, certes, c'est pas la majorité, puisque les médianes ou les moyennes sont basses, mais ça permet de montrer qu'en gros, dans pratiquement toutes les options, il y a des gens qui sont eux tout à fait dans le vert. Cela nous intéresse. Voilà. Alors ça varie plus lentement, là, puisque c'est la matière organique. Je vais répondre ce matin à une question. En gros, les évolutions les plus rapides, elles sont vraiment détectables au bout de 5 ans. En dessous, mais dans l'erreur statistique, à moins de sortir des protocoles très lourds. Alors tout agriculteur peut et doit disposer de cette information, à mon avis, c'est-à-dire savoir où on en est. Au fil des saisons, c'est le test bêche, c'est la précession, il y a d'autres outils, mais celui-là c'est vraiment le plus simple. Donc après, je n'élude pas le profil culturel, bien sûr. Et puis ce rapport matière organique argile et essayer de grimper. Voilà, alors je rentre dans le dur du sujet après avoir posé ces choses-là. L'agriculture de conservation, est-ce que ça marche? Alors, c'est-à-dire est-ce qu'on arrive à avoir des sols de meilleure qualité? Alors, c'est un débat scientifique tendu et qui est très souvent pris sous l'angle de Facing Climate Change. Donc là, vous avez un éditorial de Frontiers, The Search for Sustainability, donc la durabilité est mise en relation avec le problème climatique et avec l'agroécosystème
Voilà. On est effectivement en cœur de débat, avec des gens qui vous disent, par exemple, sur le cadre de Floppermill, oui, 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 on y va, puis regardez la liste des signataires, on fait le tour de la planète avec du beau linge, c'est clair. Mais immédiatement, d'autres répondent en disant, non, 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 c'est un problème de crédibilité, on ne peut pas, etc. Et puis, avec éventuellement des études un peu plus précises, là encore, avec des gens, ça c'est dans Nature, potentiel limité, alors de no-till agriculture, on a parlé des problèmes de vocabulaire, long-term effect of contrasted tillage and crop, etc., où on dit, bah, oui, pendant 17 ans on a gagné, puis tout à coup pendant 3 ans on a perdu, etc. Et avec un débat qui parfois est assez tendu, puisque des enjeux politiques ou climatiques ont été associés. C'est aussi assez confus. Il y a ce que j'appelle des légendes urbaines, on verra, le sol se compacte avec le non-labour. Pas d'accord, mais effectivement, il y a des bons papiers qui le disent, pour des raisons, à mon avis, qui ne sont pas les bonnes, et du coup, c'est reproduit. C'est pas vrai. Des généralisations actives, c'est surtout le problème, avec des essais en station qui sont souvent peu représentatifs et ou mal relativisés. C'était quoi le sol? C'était quoi le statut organique? C'était quoi la rotation? C'était quoi le mode de fumure? Qu'est-ce qu'on a comparé? On a voulu comparer que no-till, que labour et non-labour, et du coup, la rotation est la même, les couverts sont les mêmes, etc. Et après, dans la lecture, c'est étendu à l'agriculture de conservation. Voilà. Et chaque papier comme ça vous laisse très frustré. Alors, qu'est-ce qu'on compare? Et bien souvent, là encore, là je suis très critique avec mes collègues et moi-même, bien souvent les essais mettent en œuvre des pratiques impensables en milieu agricole, ce que j'appelle l'agriculture fiction. Malheureusement, ça donne d'excellentes publications pour des choses qu'on ne va jamais faire dans une parcelle agricole. Alors là, on a un problème avec ça. Et du coup, recherche et application peinent à dialoguer. Dans l'application, je range d'un côté les décideurs qui veulent des résultats en ayant des explications pas trop compliquées, avec des chiffres moyens, etc. Puis ok, c'est quoi la solution? Déjà, quand on a dit la solution, en général, on a faux, il n'y en aura pas une. Et puis de l'autre côté, l'application, c'est aussi les agriculteurs, les conseillers, etc., qui ont, je pense, parfois la tête qui tourne au vu des contradictions qu'on trouve dans les publications. Alors, allons voir sur le terrain aussi. Là, je prends un exemple du plateau suisse. Ici, on avait échantillonné à peu près, on a plus de 300 en fait maintenant, sites. L'horizon A, simplement, l'horizon A est à 5-10 cm, c'est important de préciser. Comme je disais, à toute saison, à n'importe quel stade de la rotation. Et puis, on avait 3 modalités. On avait pris no-till, alors on l'a appelé comme ça, parce que c'est des gens qui font partie de l'association suisse no-till. On a pris des gens qui y étaient depuis plus de 10 ans. Mais après, derrière, il y a une grande diversité. Des gens qui sont en labo, conventionnels, et puis des prairies permanentes, en espérant que nos prairies permanentes nous donneraient une image idyllique de ce que peut être le sol. Voilà. En fait, on a couvert le plateau suisse, c'est le principal type de sol cultivé. Alors déjà, intéressant, si vous regardez simplement, alors ici, c'est le volume apparent, donc en fait, c'est la porosité du sol, sa teneur, alors carbone organique ou matière organique, peu importe. Ça, ce sont toutes les prairies permanentes. Voilà. Et vous voyez qu'on a une très très belle relation entre la porosité et le carbone organique. C'est vrai que quand vous avez réussi à accumuler du carbone organique, pour plein de raisons, vous avez, ce qu'on disait avant, plein de choses qui vont bien, dont la biodiversité, dont plein de choses. Résultat, vous avez un indicateur qui vous dit que la majorité de vos problèmes se sont améliorés, en gros. Et maintenant, si on regarde les gens qui sont en semi-direct, c'est absolument la même relation. Simplement, on a un petit peu moins de gens vers les teneurs en matière organique élevées, aussi élevées, un peu moins de sol, plutôt pas des gens en teneur en matière organique très élevée que la prairie permanente, ça peut se comprendre. Par contre, il n'y a pas la moindre différence en relation. Donc, Et on s'est dit, tiens, ok, mais le labour, c'est toujours absolument la même relation. C'est-à-dire que la relation entre la teneur en matière organique et la porosité, elle dépend à 80, entre 70 et 80% de ce facteur-là, sur ce sol-là, dans ces conditions-là, mais c'est quand même tout le plateau suisse, sur un type de sol assez commun. Voilà. Alors par contre, oui, c'est clair que les gens qui labourent, en moyenne, on se trouve plutôt vers les basses teneurs, par rapport aux prairies qui sont, elles, réparties partout. Ici, on n'a pas mis l'argile, on n'a rien mis de plus, parce que ça nous donne 1 ou 2% de variance en plus, c'est tout. C'est vraiment le carbone, la matière organique. Et puis, c'est vrai que sur le labour, il y a des variations. Donc avec les sols plus poreux, on vient de labourer, les sols moins poreux, ça s'est repris en masse, etc. Plus il y a de matière organique, meilleur est le sol. Je vous ai montré la porosité, on a retrouvé ça pour tous les paramètres physiques, la réserve en eau, tout ce qu'on veut. Et puis les sols réagissent de la même façon, ils ne vous disent pas attention, moi je suis labouré, etc. Non, c'est
une relation intrinsèque entre le sol et sa teneur en matière organique, avec donc notamment pas de sol plus compact sous nautile. On ne les a pas trouvés. Et il n'y a aucune différence statistique RAP égale 0,00 entre droite de régression. Et puis quand même, on remarque aussi des gens très très performants en nautile à travers ce prélèvement-là, et puis d'autres qui ont l'air un petit peu blottis côte-côte avec les labos, on y reviendra. Alors qu'est-ce qu'il faut en penser à l'époque? Bon, ça c'était, on est en train de reprendre ça complètement, parce que là c'est des 5-10 maintenant, en train de faire tous les profils, etc. Et les pratiques qu'il y a derrière, qu'est-ce que les gens ont fait, etc. Mais déjà, des petites choses à dire quand même. Un peu plus de matière organique quand même dans les nautiles que dans les labours, significativement plus en prairie, là c'est pas significatif, mais attention, on a prélevé à 5-10, c'était volontaire parce qu'on avait d'autres objectifs de recherche. On voulait pas, évidemment que si on avait prélevé en surface, on aurait fait une grosse différence entre eux, et évidemment que si on avait prélevé ici, on aurait dit le labour est mieux, on le sait ça. Et ici, le fait d'observer déjà cette différence, c'est finalement assez encourageant, même si c'est théoriquement insuffisant, et on va y revenir. Et puis, une remarque personnelle que je diffuse, attention au pH. Alors, pas les pH dont parlait Olivier Husson tout à l'heure, là je vous parle de pH de 4, 4,2, 4, etc. Et pourquoi je vous le dis spécialement ici, c'est que je rencontre beaucoup de gens qui sont très très doués pour appliquer l'agriculture de conservation, mais en même temps, ils y croient tellement à ce levier qu'ils ont trouvé qu'ils oublient les fondamentaux. Alors d'une part, nous on nous disait en cours d'agronomie dans les années 80, les problèmes de sol acide c'est fini, on s'est chaulé, c'est plus passé, maintenant tout le monde chaule. Eh ben non, je tombe sans arrêt sur des agriculteurs qui ne suivent plus le pH, qui ne chaulent plus, particulièrement en agriculture de conservation. Les gens sont tellement contents, et à juste titre, de ce qu'ils ont obtenu par ailleurs, hein, que du coup les fondamentaux ont sauté. Et Evasis 4,8, Evasis 5,2, etc. Donc n'oublions pas ce brave pH, une petite électrode, c'est pas grand chose, mais ça fait beaucoup de dégâts quand on est sorti complètement des clous. Voilà. Alors maintenant le diable est dans les détails. Et ça vaut le coup de s'attarder, puisque là-dedans, on avait nos fameux labours, non-labours, prélevés permanentes. Hein. Je rappelle qu'eux, ils étaient depuis plus de 10 ans. Et si on regarde, on aimerait bien que les points bleus ils soient tous là-haut. Mais regardez, il y en a un paquet là. Puis on aimerait bien dire que c'est des gros vilains, mais celui-là, je me vois mal aller lui dire qu'il devrait passer au non-labour quand même, quoi. Celui qui est labour là. Hein. Et puis lui dire qu'il a eu bien raison. Qu'est-ce que ça veut dire? On a énormément d'hétérogénéité, et même les prairies permanentes. Effectivement, on tombe de sa chaise, on n'était pas merci, mais quand on est dans le détail des prairies permanentes, on trouve de tout et de sacrés massacres. Il n'y a pas que les prairies permanentes, il n'y a pas que des sols en bon état sur prairies permanentes. Et puis, effectivement, quand on est spécialiste et qu'on est sur le terrain, entre tous ces gens-là, on voit très très bien émerger des raisons. Mais d'un point de vue déclaratif, non. Le tableau de ces gens est très contrasté. Oui, eux, ils font de l'agriculture de conservation depuis 10 ans. Non, eux, ils font du labo, etc. Ah bon? Et après, on comprend assez pourquoi, finalement, on vous dit après, dans les débats scientifiques, vous savez, l'agriculture de conservation ne fera pas de miracle, ça progresse peut-être en 50 ans, etc. Alors, il y a des gens qui ont progressé spectaculairement en bien moins de 50 ans, et puis il y a des gens qui se plantent. Alors ça, c'est vraiment un truc qui nous semble extrêmement important, et une majorité semble peiner à décoller. Encore une fois, on est en train de faire un truc beaucoup plus général maintenant, parce qu'on prend toutes les profondeurs pour aller au bout de cette histoire, et parce qu'on est en train d'établir toute l'enquête historique de l'exploitation sur les 10 années passées, y compris les aspects marge brute, hein, pour aussi l'église au milieu du village de ce point de vue-là. Et puis il y a les conventionnels qui performent. Donc le dogmatisme, il n'est pas très intéressant. Il y a des gens pour qui aller vers l'agriculture de conservation, c'est une très bonne chose. Il y en a qui se sont loupés. Il y a des gens à qui on aurait vraiment tort de demander d'arrêter de labourer. Alors dans les retardataires, on trouve de tout. Voilà, lui il est en nautile depuis plus de 10 ans. Bon, souvent des exploitations qui pratiquent temporairement vraiment un retournement, je dirais même surtout sur les sarclés, comme le terme de trave, qui négligent les 3 piliers, qui loupent leur couvert, etc. On va trouver aussi pas de bétail, sol argileux. Au total, en prenant les caractéristiques de l'exploitation, comme ça, on arrive à refaire le tri qualitatif qu'on avait trouvé avec les analyses de sol. Et beaucoup de gens qui sont enregistrés, membres de Suisse Nautile, enregistrés comme l'agriculture de conservation, mais qui sont franchement désespérés et franchement avec des problèmes. Alors soit ils abandonnent au bout de 5 ans, soit ils s'obstinent, mais j'ai peur de les retrouver au bout d'une branche. Et c'est un point très sérieux, et on voit qu'il y a un manque de conseil et de cohérence du système. Donc c'est là où je disais ce matin, c'est très contrasté selon les cantons, parce qu'il y a des cantons qui ont engagé
conseillers focalisés là-dessus et compétents, puis d'autres qui ne l'ont pas fait. Et du coup, on voit très très bien, on franchit les limites cantonales et on voit les dégâts. Et puis une méconnaissance profonde des sols chez les conseillers, chez les agriculteurs, dans les écoles d'agriculture. Voilà, ça c'est vraiment un truc qui nous pose problème, avec des conséquences économiques graves, découragement et abandon. Voilà une parcelle, et on a eu une grosse pluie d'orage, là une parcelle en Madagascar qui en est-il, elle est partie, enfin, etc. Et en général, un risque de discrédit du nautile, les agriculteurs ne se privent pas de me le dire, les autres, etc., disent mais t'as vu son truc là-bas, là, tu rigoles, le nautile. Bon, voilà. Et les bio là-dedans, alors, ils sont plus rares parce qu'il y a le contrôle de l'enherbement qui est en cause, puis aussi la volonté de minéraliser, donc d'incorporer un peu de matière organique, avec, ils y vont, je dirais, un petit peu à tâtons, puisqu'ils sont encore moins conseillés, encore moins de recettes, mais ils essaient de contrôler l'enherbement, ils essaient de minéraliser un peu, et puis en même temps, il faut qu'ils gagnent la matière organique. Et de ce point de vue, ils ont besoin de l'agriculture de conservation, parce que les sols bio ne sont pas, pour ce qu'on a vu nous, et un autre projet assez important aussi sur Suisse, en tout cas en Suisse, pas mieux que les autres. Le labour est consciencieux et profond pour être sûr de ne pas avoir de problème d'enherbement, et du coup, on a vraiment des structures en très très mauvais état, et une vulnérabilité très forte. Mais en même temps, ces gens-là sont passionnants, même si c'est une petite minorité, parce que ça tâtonne, ça invente, et la recherche ne suit pas du tout. Ça va, il court devant, et il faudrait qu'on soit 10 fois plus nombreux, ne serait-ce que pour comprendre déjà pourquoi diable ça marche pas, etc. Et comme on ne va pas toujours les voir, on n'avance pas forcément. Alors évidemment, on voit bien que c'est des gens qui vont faire appel à des rotations très diversifiées, très allongées. Ils vont se permettre des interventions mécaniques ponctuelles et limitées, raisonnées. On a entendu tous ces éléments ce matin, en tout cas dans l'atelier Grande Culture. Et sur cette base-là, ils tâtonnent avec des réussites, avec des échecs. Alors, on a loupé le problème du pH, on a oublié de donner des coups de bêche, puis se rendre compte que s'ils ne changent pas la profondeur de leurs fraises, au bout de quelques années, ils ont vraiment un beau... Voilà, etc. Donc, mais ça avance. Et derrière, quelque chose qui commence à être clair au niveau scientifique et qu'on voit sur le terrain, c'est que travailler parfois légèrement le sol tout en étant en ACS, c'est possible. On ne massacre pas tout le travail qu'on a fait. Alors je ne dis pas avoir 4 trucs dans la rotation, dont une betterave et une pomme de terre, en faisant de la pomme de terre sur terre tamisée pour les avoir en forme d'œuf. Là, on est mort. Il y a des gens qui sont inscrits à la subvention nautile en Suisse en faisant ça. Simplement, cette année-là, ils n'ont pas le droit. L'année suivante, ils ont le droit. Mais bon. Mais par contre, faire ces petites interventions-là, ça fonctionne. L'histoire ne nous dit pas encore aujourd'hui à quel point ça pénaliserait la limitation de la vulnérabilité. On est en train de travailler là-dessus. Mais en tout cas, ça passe. Ça passe et on arrive à jouer en limitant, alors pour les bio évidemment, même en excluant les herbicides, et puis en étant sur une pente gagnante au niveau de la teneur en matière organique, donc en limitant la vulnérabilité. Donc là encore, pas de dogmatisme, pas être en train de se dire oh, gros vilain, on ne touche plus à un engin. Non, raisonnons, regardons, et puis qu'est-ce que ça me coûte versus qu'est-ce que ça m'apporte. De temps en temps, il faut se permettre de faire ce qui était intelligent. Voilà. Évidemment, les graphiques qu'on a vus tout à l'heure pose la question, qui se pose maintenant partout, comment on incite pour quel résultat? Vous avez des subventions. Les subventions agricoles, l'environnement était bien commode, c'était pour contrôler, contourner les limitations à l'UMC. On a dit, ah oui, nous on va payer le service environnemental, comme ça c'est pas une subvention agricole. Enfin, en cours de route, on s'est rendu compte qu'il fallait effectivement améliorer les sols, et là on a commencé à se dire, mais finalement ça marche pas. On subventionne, mais ça ne progresse pas, et vous avez des obligations de moyens. Faites ci, faites ça, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Contrôle, vérification, normalisation. Donc en général, les agriculteurs ne sont pas enthousiastes de la pile de papier qu'ils doivent faire. C'est autant de temps en moins passé à regarder son sol sur le terrain. De l'autre côté, l'administration se plaint. Il ne faut pas comme il faut, il n'y a rien, etc. Ça coûte, et on n'a pas de résultat. Alors, si je force le trait, on pourra le dire tout à l'heure, mais enfin, globalement, c'est un résumé qui n'est pas très très loin d'une certaine réalité. Et vous trouvez un petit peu partout le vœu de changer ça, c'est discuté dans les publications scientifiques, mais aussi au niveau de l'Union européenne. On retrouve ça dans les déclarations de l'Office fédéral de l'agriculture chez nous, etc. Et puis on se rend compte qu'il faut libérer les initiatives puisqu'elles fonctionnent bien, qu'il ne faut pas de dogmatisme, puisque le fait même d'afficher je laboure pas, ça ne dit pas tout et de loin, et qu'il faut simplifier les procédures. Alors tout ça, ça milite pour des soutiens environnementaux, en tout cas aux résultats. Et ça s'est fait dans un certain nombre de domaines sur des aspects agro-environnementaux, pas sur le sol, mais ça s'est fait suffisamment, que ce soit sur la vie faune, etc., pour qu'il y ait déjà en 2013 une belle synthèse bibliographique sur ce qu'apporte ce type de subvention, non plus en
en disant faites ci, faites ça, faites pas ci, faites pas ça, mais on a quelques indicateurs simples, et en fonction du résultat, vous touchez les subventions. Et ces indicateurs, le grand mérite de ce travail, c'est de définir ce que doivent respecter ces indicateurs comme condition pour que ça fonctionne entre les parties prenantes, c'est-à-dire entre les scientifiques, les pouvoirs publics et les agriculteurs. Donc ça, c'est un très très beau travail. Et quand on passe à la moulinette de cette grille d'évaluation, les indicateurs que je vous ai présentés, on arrive à faire un schéma au résultat. Et un schéma au résultat qui est entre les mains du décideur, c'est-à-dire l'agriculteur. C'est lui qui a le pouvoir de choisir comment il va arriver au résultat et qui a les méthodes pour faire lui-même l'évaluation de son résultat. Voilà. Alors ça a donné un programme expérimental sur le canton de Vaud d'abord, avec monitoring de parcelles par l'agriculteur, et effectivement c'est basé sur le rapport matière organique argile, c'est la vulnérabilité, sur des intervalles pas plus resserrés que 3 à 5 ans, et puis le test bêche, chaque année, avec comme critère que la subvention est proportionnelle au rapport matière organique argile, elle part de 0 et elle monte à un maximum, mais ceux qui n'ont pas droit à la subvention ont droit à des formations payées cette fois parce qu'ils ont besoin de progresser. Le conseil est payé en Suisse, hein, je ne sais pas comment, mais là, du coup, voilà. Et bien, par contre, il y a quand même une épée de Damoclès. Si 2 années de suite, c'est par parcelle, hein, si 2 années de suite on a plus que 3, alors ça bloque. Vous pouvez avoir le ratio que vous voulez, la vulnérabilité que vous voulez, si vous avez matraqué plus que 2 années, si vous n'avez pas corrigé dans l'année qui suit, on stoppe. Voilà. Ça, c'est un schéma qui a été négocié avec les agriculteurs et qui leur plaît bien. Globalement, ça renvoie à ce qu'on appelle les Soil Improving Coop System. Alors ça, c'est chouette parce que ça fait six, et puis du coup, ça marche bien ce mot-là. C'est joli. Et en Suisse, on a plusieurs programmes là-dessus. Il y en a un qui est terminé, le Hub for Six, qui s'intéressait en particulier au bio. On est en train de lancer un très gros, là, avec l'Office fédéral d'agriculture, qui s'appelle Terre Vivante, sur le Jura. Les plans climat Genève et Vaud sont bâtis sur la même grille, et puis je viens de citer le DIFSOL. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'ensemble de ces programmes, on a uniformisé la démarche au niveau des indicateurs et des grilles d'enquête au niveau des agriculteurs. Donc on est en train de faire des rétrospectives sur 10 ans de tout ce qu'ils ont fait avec les indicateurs qui impactent le sol, et ensuite on les accompagne pendant 5 ans pour voir ce qui va se passer. Donc ça permet d'avoir au total de cumuler ces informations à travers tous ces projets, en espérant en sortir pas mal de choses sur lesquelles je vais revenir, alors, notamment repérer les systèmes pionniers, et puis repérer les blocages. Ceux qui devraient être pionniers, d'après ce qui est déclaré, mais ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et là, on voit sortir différentes questions très importantes. Il y a l'adaptation au site. Qu'est-ce qui a été fait qui entraîne un succès comme modalité? Quelles sont les modalités introduites dans un site et trouvées par les agriculteurs? Et est-ce qu'on peut en trouver les explications et les généraliser, les proposer? Et puis le rôle respectif des facteurs mécaniques, fumure, intensité, diversité végétale, notamment pour ce qui est de gagner la matière organique dans les sols. Est-ce que je dois absolument passer par un plan de fumure intense? Comment je vais progresser en n'ayant que les couverts, cultures associées, etc. Avantages, inconvénients respectifs. Et est-ce que je peux dissocier ou pas ces pratiques en fonction de l'objectif? Ça, on aimerait le chiffrer, et j'espère qu'on en prend le chemin. Alors, notamment avec un lien avec le climat, qui je pense est incontournable. Donc vous avez vu arriver ce 4 pour 1000. 4 pour 1000, il a pris un grand coup d'accélérateur. Enfin, c'est pas très très connu, mais les politiques, j'espère, le connaissent un peu. Le Conseil des Académies des sciences européennes a flingué consciencieusement les 6 autres méthodes de séquestration du carbone proposées par la COP21. Il n'en reste plus qu'une sur la table, en gros, au niveau crédibilité, ce serait la séquestration dans les sols. Voilà. Et ce qui est assez, enfin, j'ai trouvé ça amusant, comment stocker plus de carbone dans les sols? On vous dit qu'il faut faire ça, c'est-à-dire en gros tout ce que nos politiques agricoles ont découragé depuis 50 ans ou 60 ans. Voilà. Enfin, ce serait comme ça, et en gros, on y retrouve l'agriculture de conservation. Alors, plan climat Genève, c'est parti, Genève n'a pas trop traîné, on a mis une mesure sol dans le plan climat, donc séquestration. L'objectif Genève, c'est de réduire de 1 700 000 tonnes les émissions pour ce qui est de 2030. Et je disais, il faut augmenter de 70% les teneurs en matière organique des sols. Ça, c'est d'un point de vue qualitatif. Et ça ferait un potentiel de 600 000 tonnes de CO2, c'est-à-dire un gros morceau des objectifs. Sauf qu'on est assez sûr de absolument pas pouvoir le faire d'ici 2030. Enfin, quand vous mettez ces chiffres en face des décideurs, ils sont quand même assez estomaqués sur un canton tout petit canton agricole. Voilà. L'autre chose qu'on peut remarquer, c'est que la tonne de CO2, le prix fluctue. En Suisse, ils viennent de décider, en émission cette fois, de taxer à 200 francs. L'émission n'est pas loin des 200 € la tonne émise. Voilà. Donc nous on pose la question, on dit ok, mais alors le gars qui séquestre, vous lui donnez quoi?
C'est en cours. C'est en cours de discussion, sachant que ça n'empêche pas d'être informé. Donc on a aussi suivi, depuis 1993, on suit toutes les parcelles agricoles tenues en matière organique. Alors ça, c'est une petite synthèse sur un sous-échantillon de 386 parcelles. On s'intéresse au 4 pour 1000, le 4 pour 1000 il est là. Hein. Voilà la gamme de variations des teneurs en matière organique annuelle des parcelles sur Genève. La moyenne, c'est moins 1 pour 1000. Alors, la profession paysanne est intéressée, et certes, je veux bien gagner si on me paye ma tonne de CO2, mais pour l'instant, je vais payer cher. Hein. Par contre, l'étalement, vous voyez, 4 pour 1000, c'est l'année bien là-dedans. En fait, vous avez seulement 17% des parcelles qui sont entre moins 4 et plus 4 pour 1000, et vous en avez 35% qui sont déjà au-dessus de 4 pour 1000. Donc il y a des gens qui le font et qui le font dans des proportions presque fois 10. 20 pour 1000 avec 2% et demi de matière organique, c'est la teneur moyenne à Genève. Ça correspond à peu près à 3 tonnes de CO2 par hectare et par an. Alors à 200 francs la tonne, point. Sauf que le mécanisme n'existe pas. Mais qu'on est en train de le revendiquer. C'est-à-dire la République de Genève a dit ok, on va se battre avec la Confédération et voir où c'est qu'on arrive à... Voilà. Puis on a quand même mandaté des économistes sur la question, parce que ça pose des questions juridiques et économiques derrière. Il n'empêche, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas le choix. Et là, on est sur un tout petit canton agricole, on est en train de faire la même chose pour Vaud. Alors là, c'est x6 ou 7 au niveau des quantités de carbone mises en jeu. Donc là, dans le plan climat, c'est le poids lourd. C'est dans un monde magnifique, hein, où on pourrait. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a qui le font. Voilà. Et il semblerait que là-dedans, on retrouve quand même tous ceux qui s'en sortent bien en agriculture de conservation. Là, c'est un travail provisoire à l'époque, parce qu'on n'en a encore fait qu'une trentaine d'exploitations, où l'on voit des gens qui performent très fort en séquestration, des gens qui sous-performent fort, et des groupes plus complexes. Et ce sont ces groupes complexes qui nous intéressent, parce que là, vous allez voir, sans surprise, on a retrouvé les poulains de Nicolas Courtois. Là, on a trouvé des gens qui ont des rotations à 4 cultures et moins, labour profond, etc. Et puis voilà, pas de fumure. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a parfois des binômes de gens qui sont en taux positif, en taux négatif. Donc, il y a des choses à creuser. Parmi, il y a des données fausses. Mais il y a autre chose. Puis alors, on est surtout en train de doubler le nombre d'agriculteurs et d'incorporer la marge brute hectare. Parce qu'on ne peut pas discuter de tout ça si on ne discute pas aussi du modèle économique pour l'agriculteur. Voilà. Alors c'est pour ça que c'est en cours de progression. Et puis en fait les axes correspondants, tiens, ils sont un peu coupés. Ici on trouve l'agriculture de conservation, c'était le groupe vert. Et puis ici vous voyez la profondeur labour, on voit plus très bien les barrages, je sais pas ce qui s'est passé. Travail du sol, export, et puis l'autre groupe là, il est un peu mystérieux, antinomique avec celui-là, donc c'est évidemment celui-là qu'on a envie de creuser. Voilà. Donc séquestration de CO2, pour moi c'est un sujet très important parce que de toute façon, qu'on le veuille ou pas, c'est un objectif qu'on a quand on fait de l'agriculture de conservation. En revanche, en face, on vous dit « Ah oui, mais alors, puisque c'est bien pour l'agriculture, pourquoi on le rémunérerait ?» Et encore, on a été des juristes en disant « Non, attendez, il ne faut pas prendre les gens pour des cons, vous allez payer, vous allez subventionner l'isolation des immeubles, vous allez, etc. » Puis là, c'est le « for free ». Alors, le meilleur argument que j'ai trouvé pour l'instant, parce qu'on a beaucoup d'échanges avec les offices fédéraux, c'est de leur dire « Bah oui, vous avez raison, il ne faut pas les payer. » Puis d'ailleurs, comme ça, rien ne changera, puis on peut se le permettre. Alors ça clôt un peu la discussion. Mais en fait, donc attention, nous aussi de ne pas raisonner sur des moyennes, même s'il faut les connaître. Parce que de nouveau, il faut s'intéresser à ce qui se passe à la parcelle, à l'exploitation, et ce qui nous intéresse, c'est de promouvoir les modèles qui fonctionnent bien, comme pour tous les autres objectifs de la CED, et non pas de crier à haro sur une moyenne, qui nous apprend rien. Hein. Donc l'agriculture de conservation peut certainement être une réponse, elle n'est pas la seule, on l'avait vu tout à l'heure, il y a des gens qui labourent, etc. Mais je ne peux pas décrire leur exploitation, il y a tout ce qu'il faut pour que ça se passe quand même bien. Et puis évidemment, on retrouve les ingrédients sur la diversification des rotations, l'intensification des couverts, les fumures, les cultures associées, la minimisation du travail, avec des curseurs plus ou moins déplacés. Ce qu'on essaie de faire maintenant, c'est de chiffrer l'importance relative de ces curseurs ou leurs interrelations. Voilà. Et puis, derrière tout ça, mais on peut peut-être y arriver sans faire trop de grandes déclarations, changement de politique agricole et rémunération au résultat, c'est absolument indispensable. Et ça me plaît beaucoup aussi, parce que, d'une part, il faut rémunérer un certain résultat qui serait une séquestration, ça c'est sur la table en discussion. Enfin, le gars qui arrive en haut, s'il est malin à ce moment-là, il se débrouille pour en perdre rapidement, pour pouvoir en reprendre. Vous voyez ? Et il est évident qu'il faut coupler ça ensuite à une rémunération à la qualité conservée.
C'est pas facile à faire comprendre à les décideurs. Déjà, sur le programme de Nilsson dont je vous ai parlé, ils ont dit mais pourquoi vous donnez un max d'argent à celui qui est en haut puisqu'il est en haut? Je dis mais non, mais c'est un travail qui a 20 ans d'ancienneté et qui maintient chaque année. Donc oui. Et ça, c'est pas le même débat que CO2, que climat, mais ça vient derrière. C'est-à-dire que dès qu'on aura réussi à faire passer, si on y arrive, hein, je parle comme si on y arriverait, ce genre de politique, ça paraît important, derrière on va dire au fait, il ne faut pas tout mettre sur la table en même temps. Enfin, en gros, il faut que les gens comprennent petit à petit l'ensemble du modèle, comment il va être adapté. Et moi, c'est la vision qu'on en a là. Le temps file. Bon, pour moi, en conclusion, l'agriculture de conservation elle a un fort potentiel pour la qualité des sols, et puis cette synergie avec la cause climatique, c'est pas la peine de se la cacher. D'autant plus que, comme les politiques tardent et à écrire des plans climat et à prendre conscience des choses, enfin, quand je dis les politiques, ça veut dire que nous, comme électeurs, on leur envoie pas de message, hein, tout simplement. On va finir par être dans des urgences telles qu'on va faire le tout plus bête. Donc là, moi j'ai déjà dit à l'Union Suisse des Paysans, la locomotive va vous passer dessus, dépêchez-vous de sauter dedans et de prendre les commandes. Quoi. Il y a moyen. Et on n'a pas le choix, c'est l'intérêt, mais il faut progresser et beaucoup. Mieux gérer la question des herbicides, on l'a évoqué ce matin, je ne reviens pas là-dessus maintenant. Se focaliser sur les systèmes pionniers, hein. Si on veut tuer son chien indiqué à la rage, regardez la moyenne et puis dites que c'est pas intéressant. C'est stupide, il se passe des choses extrêmement intéressantes, et effectivement des gens la traînent. Alors, et ne pas raisonner donc sur les moyennes, mais sur les dynamiques. Alors également en bio, c'est nécessaire. Là aussi, hein, je discutais avec BioSuisse une fois, il y a un de ses responsables qui me dit « Ouais, tu défends l'agriculture de conservation, ça c'est la pompe à glyphosate, pas d'accord. » Puis son collègue à côté qui dit « Non, non, mais attends, moi il m'intéresse parce que il développe les solutions dont j'ai besoin demain. » Donc voilà. C'est exactement entre mettre tout le monde dans le même panier ou réfléchir en termes de dynamique. Voilà. Et puis pousser pour une politique de subvention au résultat, ça veut dire que le monitoring est fait par les agriculteurs, chez nous en tout cas, hein, et ça veut dire qu'on remet le pouvoir entre leurs mains, ils décident du chemin où ils vont quelque part, et ce qu'on économise là, on l'investit dans la compréhension, dans le conseil, dans les cercles entre agriculteurs. Enfin, c'est la vision qu'on essaye d'avoir. Quand je dis qu'on, je suis pas, de loin pas tout seul niveau groupe, on est un certain nombre là-dessus. Voilà, maintenant, il faut faire bouger les choses. Et on fait sûrement de grosses erreurs. En tout cas, merci, il y a plein de gens impliqués, j'essaie d'en citer. Et je voulais juste vous signaler aussi qu'on organise le Congrès européen de sciences du sol à Genève en 2020, avec cette volonté d'ouvrir complètement les thématiques du congrès et la participation à des gens qui sont utilisateurs du sol, soit pas un congrès de pédologue à pédologue. Alors j'ai un petit peu sollicité à droite à gauche, j'ai sollicité l'Organisation européenne pour que ça redescende, je suis assez sûr que c'est pas redescendu au niveau de la PAD, etc. Les inerties sont là, donc je pense au plus cocotier. Mais on a vraiment envie d'être interpellé par les sciences sociales, par les agriculteurs, par Syngenta, pas de problème, et tout le monde. Et qu'on nous dise, attendez, c'est bien ce que vous racontez, mais nous, voilà notre problème. Donc ça, c'est le but, d'accord, je vous le signale, et vous êtes les bienvenus. Merci. Merci pour cette présentation qui était très intéressante. Je trouve très intéressant aussi ce que vous avez présenté sur les subventions aux résultats. Et j'avais juste une question pour être sûr d'avoir bien compris, c'est quand vous parlez de monitoring, ça veut dire que c'est les agriculteurs qui sont dans l'autocontrôle ou... Ouais, et ça marche bien en Suisse. Et en France, ça me fait un peu peur, mais... Alors, ça marche bien avec les agriculteurs, ça ne marche pas bien avec les pouvoirs publics. C'est-à-dire qu'ils ont très peur de cette histoire du feu rouge, surtout pas qu'il y en ait un qui le grille. Il faut mettre une herse au feu rouge, quoi. Alors, nous, ce qu'on leur dit, c'est attendez, c'est pas ça l'intérêt. Là, il faut lire les travaux notamment de Burton et Schwartz que j'ai cités. Si on bascule sur cette logique, on crée des dynamiques d'auto-apprentissage, de progression, etc., qu'on ne crée pas du tout avec des règles, sanctions et en plus aveugles. Je suis d'accord, c'est des groupes que vous accompagnez. Oui. Alors, voilà, pour l'instant, parce qu'on est au niveau expérimental et qu'il y a plein de choses au niveau expérimental. Parce qu'il y a peur, c'est que si généralisé, surtout un pays comme la France, sans accompagnement, tout le monde sera à 1, il n'y a pas de problème. Non, alors il faut se battre à tous les étages, hein, parce que ça peut bloquer au niveau de l'Union Suisse des Paysans, ça peut bloquer au niveau de l'Office fédéral de l'agriculture, ça peut bloquer au niveau des cantons, au niveau, etc. Il faut des mécanismes qui déminent un petit peu, notamment tous les effets pervers. Et comme on n'a pas la science infuse, il faut essayer. D'où des programmes comme ça où on dit tiens, on le fait. Ce qui est intéressant, c'est que par contre, les agriculteurs s'engouffrent là-dedans, en disant oui, je prends, je veux. Ça, c'est intéressant. Donc là, celui qui démarre sur le Jura, il y a à peu près 150 agriculteurs. Sur Vaud, il devait y avoir 120, et puis là, c'est un conflit justement avec l'Office fédéral de l'agriculture qui fait qu'il est en stand-by, il y est pas, on va voir. Il faut vraiment réussir à ce que tous les partenaires jouent le jeu. Alors, au niveau de l'Office fédéral de l'agriculture, maintenant, ils ont vraiment envie d'y aller.
Mais il faut mettre tout le monde d'accord. Et en Suisse, on est en plus fédéral, donc des échelles de décision partout, chacun a ses frayeurs, il faut les déminer. Et on va faire des bêtises, mais c'est ce qui est intéressant. Ben, merci. S'il y a des politiques dans la salle qui suivent attentivement vos travaux. Donc, bonjour, moi je suis Tiffaine Talek, je suis enseignant-chercheur au CESBio, donc le Centre d'études spatiales de la biosphère. On travaille beaucoup sur les émissions de gaz à effet de serre et les liens avec les pratiques agricoles et le climat. Donc on a 2 sites agricoles qu'on suit depuis 2004 avec plein d'instruments qui permettent de faire plein de mesures, météo, émissions de gaz à effet de serre, contenu en eau du sol, etc. On suit également la dynamique de la végétation. Voilà, je présente un peu le contexte. Et je reviens, donc merci aussi pour cette présentation que j'ai trouvée très intéressante. J'ai relevé plusieurs points. Mais je vais en mentionner un, c'est donc le marché du carbone que vous mentionnez, qui pourrait être mis en place à Genève et je pense aussi dans tous les États membres de l'Europe. Nous, à partir de nos mesures sur 2 sites agricoles dans le sud-ouest, on a pu voir que la quantité de CO2 fixée par hectare variait beaucoup d'année en année, et ce pour une même culture. Donc, vous aviez mentionné sur une de vos diapos qu'à Genève, dans les environs, on pouvait séquestrer 3 tonnes de CO2 par an et par hectare. Je trouve que c'est énorme, c'est super. Et que du coup, il y avait beaucoup de cultures qui étaient capables de ça. Donc je voulais savoir comment vous aviez pu quantifier ça. Et si un marché du carbone devait voir le jour un jour, comment est-ce que vous pourriez d'une année à l'autre évaluer ce potentiel de stockage du CO2 par les cultures? Merci. Oui. Alors, on est très très loin. L'exemple que j'ai donné, ce sont les agriculteurs qu'on connaît et qu'on suit. Donc on sait que ça existe. On se garde de faire de la science-fiction, on ne part que d'observation de terrain. Alors le comment, c'est justement le fait que depuis 1993, ça va être un petit peu long, je m'excuse, mais c'est intéressant. Depuis 1993, pour toucher les subventions agricoles, vous avez l'obligation de faire une analyse de matière organique par parcelle, en tout cas tous les 10 ans. Et il se trouve que c'est mon labo qui fait les analyses pour ce qui est de Genève, et qu'on a pu faire les choses avec des boulons un peu plus serrés qu'ailleurs. Et donc notamment, quand la mesure a été prise, les politiques, quelque part, je pense que les officiers d'agriculture ont eu très peur que les agriculteurs ne se rebellent contre ça. L'agriculteur, c'est vraiment quelqu'un qui tire en arrière et puis qui ne comprend pas grand-chose, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte. Et alors donc, surtout, ça va être l'émeute. Donc on a proposé un test visuel à la place de l'analyse. Il y a 2 choses qui sont homologuées, l'analyse, et ça elle est normée, cadrée, et elle ne peut être faite que dans les labos certifiés. Mais on peut faire un test visuel, puis c'est moins cher. 25 francs l'analyse, 5 francs le test tous les 10 ans. Résultat, dans une grande partie de la Suisse, vous avez les tests visuels. Ça ne vaut rien. Bon, chez nous, on n'a jamais accepté de même mettre au menu l'analyse. Et à Berne, on nous dit, on ne peut pas interdire le test visuel, ce serait la révolte. Tu as goûté la bouteille de champagne, il y a longtemps qu'elle est oxydée au frigo, on attend l'agriculteur qui l'a refusé. Donc on a, depuis 1993, un suivi avec des vraies analyses du point de vue du protocole éthique. Ensuite, il y a l'échantillonnage. Alors l'échantillonnage, je vais y revenir. Et puis enfin, il y a la mise à disposition en base de données, compliquée maintenant par les centres de législation. Alors pareil, c'est assigné sur une feuille, etc. Jamais un agriculteur n'a refusé. C'est sur le système d'information géographique du territoire genevois. Vous avez tout ça, vous pouvez prendre une macro et dire tiens, dans ce secteur, comment évolue le phosphore, machin, etc. Bon. Là aussi, on dit ils n'accepteront jamais. On dit oui, ça c'est la 2e bouteille de champagne au frigo, un peu vieille aussi. Et puis, par exemple, sur un canton comme Fribourg, où il n'y a pas d'institution publique comme la nôtre qui fait les analyses, en 2012, c'était seulement 30% des agriculteurs qui choisissaient la vraie analyse. En 2017, c'était 50%. Donc ils ont compris. Voilà. Mais il y a quelque part dans certaines élites, il y a une certaine vision que l'agriculteur n'a jamais vouloir, jamais signer comme ça. Je pense qu'on a vraiment un débat pipé. Alors, pour ce qui est de la précision d'échantillonnage, on a fait les travaux qu'on est en train de publier pour permettre à l'agriculteur d'avoir un protocole très simple, ça lui prend 20 minutes, et de faire un échantillonnage qui a du sens au niveau de la parcelle, et donc d'avoir, c'est du 2-20 cm, malheureusement, c'est pas IPCC 30 cm, et d'avoir quelque chose qui a du sens, et on a chiffré ça, on est en train de le publier. Mais évidemment, dans le passé, les recommandations étaient plus floues. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a suivi les agriculteurs, simplement ils sont d'accord, mais aucun n'a refusé à nouveau. Chaque fois qu'ils viennent nous donner une analyse, on dit ok, on retourne. Et on l'a fait à leur place, une 2e. Donc on a chiffré l'erreur des données passées, et on a la précision des données à venir. La précision des données passées est meilleure que n'importe quel monitoring carbone publié. Dieu sait s'il y a des publications là-dessus. On est mieux en minimum detectable change.
Non seulement on est mieux en minimum détectable chaîne, mais c'est qu'on a toutes les parcelles. Et ce ne sont pas des points, ce sont un échantillon composite sur parcelle. Donc en termes de bilan, alors là, ça explose n'importe quel autre système de monitoring. Il y a une autre différence, c'est qu'il est gratuit. Si on se donne la peine, puisque les agriculteurs doivent le faire, c'est eux qui payent. Discussion, en attendant, c'est ce qui se fait depuis 30 ans. Alors, évidemment, dans le futur, c'est bien meilleur. Et c'est là où on se bat, parce qu'on est en risque que l'Office fédéral de l'environnement, dans le cadre de la rédaction du plan climat suisse, ne finance des bureaux d'études pour que vous allez faire un réseau. Pour l'instant, ils ont un réseau de monitoring sur lequel il y a 28 points en grande culture sur l'ensemble de la Suisse. Nous, on en a 2700 en grande culture sur Genève. Voilà. Donc, ça vous donne une idée. Ensuite, le 20 pour 1000, effectivement, on les voit, il y a des gens qui sont là-dedans, mais il y en a très peu. Mais c'est simplement pour dire que ça existe, et ce n'est pas des gens qui vivent de la fabrication de montres Rolex par ailleurs, ce sont les agriculteurs, c'est pas un choix esthétique, ils sont contents de ce qu'ils font. Alors donc ça existe. La question c'est est-ce que c'est généralisable, ça c'est autre chose. Voilà. Je pensais juste que ce stockage il est proportionnel au taux de carbone dans le sol et donc au taux de matière organique. Je ne pensais pas que ça pouvait augmenter autant d'année en année. 3 tonnes, c'est énorme. Oui, oui. On avait moins un 4 pour 1000, oui. c'est déjà énorme. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, je vous les montre en taux d'évolution. Si je vous les montre en ratio matière organique argile, vu qu'on part de très bas, c'est peanuts. C'est-à-dire que ça, c'est le verre à moitié vide, ou à moitié plein. Les sols sont tellement déficitaires que si les gens s'y prennent bien, ça grimpe très très vite. Et au début, bon, on a un conseiller agricole qui est fanat de l'agriculture conservation, certains d'entre vous le connaissent sûrement, Nicolas Courtois, qui est excellent. Et au début, il m'a envoyé les analyses en me disant c'est pas possible. Quoi. Regarde ces hausses de teneur en matière organique, c'est pas possible. Je dis mais Coco, t'es passé de 8 à 10% de rapport matière organique argile, ton sol il a faim, et ce matin vous le signaliez, il y a eu des progressions très rapides sur des sols comme ça. Alors évidemment, dans ces données, on a exclu les tricheurs. C'est-à-dire que les gens, par exemple, on a une législation en Suisse, je sais pas en France, on n'a pas le droit de mettre plus que tant de tonnes de compost hectare. Donc ceux-là, on les a enlevés, parce que alors, eux, c'est encore. À un moment donné, on peut aussi couvrir son sol d'un mètre de compost. Hein, mais, voilà. Donc on est dans des choses qui sont dans les clous. Par contre, non généralisable pour les plus forts taux, c'est-à-dire que si on prend les doses d'apport qui font eux, qui sont légales, on n'a pas la matière première. Voilà. D'où l'intérêt d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'on obtient avec quoi, qu'est-ce qu'on a le droit de découpler, qu'est-ce qui ne peut pas être découplé. Et comment ça rentre dans le modèle économique de l'exploitation. Est-ce que c'est plutôt à tirer vers le bas ou... Qu'est-ce que vous connaissez, personne dans la salle, des méthodes d'évaluation par satellite? Parce que je sais qu'il y a à Toulouse, il y a un chercheur qui travaille dessus, je crois qu'il est à l'ENSAT Migral, ah voilà, c'est dans votre... D'accord. Après, il y a des choses qui existent, il y a une start-up allemande dont j'ai fait la connaissance, qui fait des choses, des Allemands qui font des choses aussi avec des données ouvertes, hein, voilà, et puis il y a aussi tout un programme en Argentine, enfin c'est voilà, ça... Alors, c'est bien de dire un petit mot là-dessus. Par exemple, il y a des techniques LMIRS qu'on développe, etc., pour avoir effectivement... Mais ça ne m'intéresse pas du tout. Ça ne m'intéresse pas du tout parce qu'au-delà de ça, moi ce que je veux, c'est pouvoir discuter avec l'agriculteur de ces résultats qu'il a obtenus lui. Donc que la recherche développe quelque chose, c'est formidable. On a eu une séance à l'Office fédéral de l'agriculture où effectivement ces sujets ont été mis sur la table par d'éminents collègues, et que au moment, on était deux intervenants en disant oui, mais il faudrait peut-être plutôt qu'on réponde à la question de l'Office fédéral, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Certes, il faut financer ces travaux pour avoir des méthodes vraiment fiables, etc. Bon, à part ça, on reste quand même sur des... L'objectif est en général discuter dans le cadre justement des marchés du carbone, parce que dès qu'il y a un truc officiel, on se demande comment contrôler. On retourne dans la technologie, c'est agriculture 4.0, big data, les drones, etc. Alors je ne dis pas que ces choses-là ne peuvent pas servir, mais au final, c'est pas ça le problème. C'est de permettre à l'agriculteur d'avoir les bons outils décisionnels et la situation pour faire quelque chose. Et donc ça ne m'intéresse pas du tout, même si c'est une résolution au centimètre carré, d'avoir une carte matière organique par satellite. C'est pas ça. Ce qui est important, c'est que l'agriculteur va faire le test bêche. Et il a des données, c'est lui comment il a collecté. Là, on peut discuter ensemble. Mais parachuter depuis un laboratoire une magnifique carte interpolée des technologies,